Je recommence alors. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en cette 4e édition des Journées de l'information médicale de l'ARS Île-de-France en ce 1er avril. Lors de la dernière session, vous étiez 300 connectés. Aujourd'hui, 250 personnes ont accepté notre invitation. Vous faites partie donc des départements d'information médicale des établissements de santé franciliens, des directions financières, des DAF, des équipes des DAF, des équipes des contrôles de gestion. Et l'idée de ce webinaire, c'est de partager l'information, les questionnements sur le PMSI et l'information médicale. Donc pour cette version encore, une place est laissée au retour d'expérience dans les établissements de santé. Nous aurons également une présentation de l'Observatoire régional de la chirurgie, du codage des facteurs socio-environnementaux, de la DAF en psychiatrie et nous terminons par les résumés de passage aux urgences, les RPU. Le programme a été concocté par l'équipe de préparation, que je remercie. Nous vous demandons pendant les présentations de laisser vos micros coupés et de poser vos questions par la conversation. Donc, un temps sera laissé après chaque présentation pour les échanges et nous aurons aussi un temps dédié à la fin pour les échanges et les discussions. Je passe la parole directement à Émilie Baudelet, qui est team à l'Agence régionale de santé, pour la présentation du bilan des validations PMSI 2024 par champ. Donc, on va faire un petit point sur la validation du M12 2024. Mais avant de commencer sur le bilan de la validation, nous avons juste un petit rappel à faire sur le calendrier des envois et des validations sur la période 2025, avec une petite vigilance pour les établissements MCO, HAD, SMR, ex-DGF, qui devront valider selon ce calendrier, car il y a un arrêté qui sera fait une fois que tous les établissements seront validés. Voilà. Donc, l'état des lieux de la validation, c'est sur le M12, parce que c'est la période de scellement de l'année. Donc, nous avons eu sur cette période 16% des établissements qui ont demandé un délai dérogatoire à la date butoir qui était le 4 février, ce qui correspond à 85 établissements, 47 en ex-DGF, 38 en ex-OQN. Et sur le deuxième tableau, on vous transmettra le PowerPoint, vous verrez par plan, donc HAD, MCO, PSI et SMR, ex-DG et ex-OQN. Sur ces établissements qui ont demandé des délais, 67% ont validé en respectant le délai accordé et 33 ont dépassé le délai accordé. Donc, les motifs de demande, c'est essentiellement des problèmes liés au logiciel ATIH. Donc, ils attendent un soutien auprès de l'ATIH en faisant un ticket sur l'Agora, ou des problèmes techniques dus à leur logiciel métier, donc problèmes d'extraction des données, etc., ou des problèmes RH impactant l'exhaustivité des données. Sur la validation de l'ensemble des établissements, 63% ont validé avant la date butoir du 4 février, contre 51 au M12 2023. 19 ont validé entre 1 et 5 jours, 10% ont validé entre 6 et 9 jours après la date, et 8% ont validé après 10 jours. C'est une petite amélioration à faire pour que vous puissiez valider dans les temps, pour que nous, on puisse s'organiser, vu qu'il y a des arrêtés par derrière. Sur l'année 2024, on a eu peu de suspensions de validation en lien avec une nette amélioration de la qualité et de l'exhaustivité des données. Donc, quand on dit la qualité, c'est les indicateurs, la diminution des séjours en erreur, CM90, problème de variable bloquant, problème de chaînage, qui impactent sur la valorisation finale. Pour la psychiatrie, nous avons eu aussi une diminution des données dans la partie grise, donc dans le partie dotation pile active. Et ce que nous avons constaté aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'échanges initiés par les établissements pour nous faire part de vos problématiques ou pour effectivement demander des délais dérogatoires.
Donc ça, c'est très important pour nous, pour qu'on puisse suivre effectivement l'avancée des établissements. Sur 2025, on vous rappelle qu'avant chaque validation par établissement, il faut contrôler la cohérence de l'exhaustivité entre chaque période. Donc, c'est-à-dire analyser les données du score qualité, le taux de chaînage, la présence du RSFB et ou RSFC pour les ex-OQN, contrôler pour les ex-DGF, SMR, HAD et MCO les montants de votre arrêté de versement. Donc, si vous avez un montant négatif et qu'il est validé, c'est de nous prévenir, ce qui évite qu'on vous interroge de nouveau dessus. Et ne pas oublier d'échanger avec les référents du portefeuille PMSI. Donc, pour rappel, les référentes sur les départements ex-DGF 75, 92, 93, 94 et ex-OQN 92, 93, 94, c'est Christelle. Et pour les départements 77, 78, 91, 95, la PHP. Pour l'ex-OQN 75, 77, 78, 91, 95, c'est moi, ainsi que le SSA. On vous a remis l'adresse mail générique ars-dos-pmsi@ars.santé.fr qu'il faut privilégier pour tout échange. Comme ça, s'il y en a une qui est absente ou l'autre, on peut reprendre le relais. Et là, on vous a mis aussi le mail de notre coordinatrice, Emmanuelle Devaux. Si je peux... Bonjour, c'est Gaëlle Kili, donc je suis responsable du service performance. Peut-être quand même pour ceux qui sont là depuis pour la 4e fois, Émilie l'a un peu dit entre les lignes, mais c'est mieux. Et nous, on est plutôt, même si on continue à être exigeant et vous donner l'impression que ce n'est pas suffisant, on a quand même beaucoup plus de gens qui nous prémédiquent, avec lesquels on a des échanges de voilà, non, c'est pas la peine de m'interroger sur ça, je l'aurai pas ce mois-ci. Je pense que ça fluidifie, en tout cas pour nous côté équipe, pour vous je sais pas, mais vraiment le travail, ça nous permet vraiment de nous concentrer. Et ce point important que Émilie souligne et qui nous étonne, alors c'est que pour les ex-DGF, puisque c'est pour ceux qui on donne et hors psy qui ne donnent pas lieu à arrêter le versement, on est quand même encore un peu étonné d'avoir parfois des montants assez importants négatifs sur les arrêtés que les établissements n'ont pas vus. Il y a des négatifs qui sont normaux et comme le dit Émilie, je pense que c'est mieux de prévenir parce que de toute façon, nous, on s'inquiétera toujours d'un montant négatif sur un arrêté de versement. Et ça peut être un problème ATH collectif qu'il faut faire remonter, mais on a aussi des gens à qui on apprend qu'ils ont un gros montant négatif qui va leur retirer et ça nécessite de nous en voir. Peut-être que pour la prochaine fois, on pourra bien décortiquer comment se lit un suro-valide, où est-ce qu'on va voir. Je pense que c'est faute peut-être de temps ou d'avoir organisé ça dans sa période de prévalidation, mais pour nous, c'est vraiment le point d'après sur les améliorations collectives. Voilà. Mais sinon, on a quand même beaucoup plus de liens. On sent que, nous, on a l'impression que ces journées contribuent aussi à améliorer tout ça. Oui, merci Gaëlle pour cette précision de l'amélioration des relations entre les établissements et les teams. Je vous invite en fait à poser les questions si vous en avez dans le chat, dans la conversation. Pour l'instant, j'en vois pas. Si des questions vous viennent, je vous propose de les mettre dans la conversation. On les relira et puis on y répondra dans la mesure du possible. Donc dans ce cas-là, je passe à la suite, qui est en fait la présentation, si c'est bon pour vous, la présentation en fait des nouveautés PMSI 2025 à partir de la notice ATIH sur la campagne tarifaire et budgétaire. Donc on a sélectionné des informations qui nous paraissaient importantes à partager sur tous les champs et également sur CIM et CCAM. Donc sur le champ MCO, on a un nouveau mode d'entrée. On a une précision sur le mode d'entrée nouveau-né à domicile en présence de SMUR. C'est la consigne de codage en mode d'entrée 8. On a également un changement de format annoncé pour les forfaits innovation pour le dispositif SonoCloud 9. Sur le champ MRC,
on a maladie rénale chronique dans le recueil FicheComp. On a la suppression des tests protéinurie des 24 heures et des tests spot d'une part, et on a l'ajout de 2 variables d'autre part, qui concernent les ratios albuminurie de créatinurie au premier semestre et au second semestre. On a également un nouveau recueil de la radiothérapie qui a été mis en place dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de financement de la radiothérapie, selon une modalité forfaitaire. Un traitement est prévu au 1er janvier 2026 et un recueil temporaire sur la base du volontariat pour 4 établissements, je crois, en Île-de-France, a été mis en place. On a également des simplifications du fichier FISU pour les primo-prescriptions de chimiothérapie orale. Il n'y aura plus que 2 indicateurs, celui de la file active et celui du nombre de consultations. On a également une introduction d'un FicheComp pour les tests génétiques HDR de cancer de l'ovaire. Pour les autorisations d'unités de soins intensifs, le 21 mars, sur le site de l'ATIH, on a eu l'information que le recueil de l'évolution des ouvertures de lits de soins critiques qui avait été annoncé a été supprimé. Cette suppression est liée à une nouvelle orientation de la réforme des soins critiques organisée par la DGOS. Sur le champ HAD, donc, on poursuit en fait l'expérimentation de la nouvelle classification avec des outils d'accompagnement et on a également un FicheComp sur les actes de rééducation qu'on demande de remplir. Alors, il faut savoir que sur l'Île-de-France, en fait, les fenêtres d'autorisation seront données qu'à partir du second semestre de cette année. Sur le champ SMR, en fait, la grosse nouveauté, c'est la mise en place du nouveau César, donc César insulaire, avec la réduction du nombre d'actes qui est divisé par 4 et la possibilité en 2025 de coder soit en César 2R, soit en César un seul R. Donc un webinaire a eu lieu récemment à l'ATIH et vous avez plus d'informations si vous allez sur le site de l'ATIH à ce sujet. Sur le champ de la psychiatrie, il y a eu une modification du FicheComp temps partiel, des ajustements de définition de variables, notamment l'introduction de précisions sur la définition de la variable modalité de la prise en charge au cours de la venue en séance du FicheComp temps partiel. Sur l'activité ambulatoire, on a un codage plus précis des lieux, par exemple, notamment l'ajout du code L13 des prises en charge dans la cité. Également, on peut noter que le logiciel Druide a été remplacé à partir du dépôt M1 2025. Sur la CIM, on a l'extension des indications de suivi de parcours d'assistance médicale à la procréation et on a un suivi des soins palliatifs d'accompagnement à la fin de vie qui est possible dans la CIM. On peut décrire également la sévérité des hémorragies du postpartum et ces nouveautés sont à usage descriptif et n'entraînent pas de sévérité. Sur la CCAM, on a un nouveau code sur la chirurgie fœtale. Voilà, ce qu'on peut vous annoncer également sur le champ de du MCO, c'est la fin de la SMA à partir de M3 2025. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Je lis une question là en fait pour le FicheComp HDR. Est-ce que l'établissement demandeur du test fait dans un laboratoire extérieur doit faire remonter un FicheComp? C'est-à-dire en fait la question c'est si on sous-traite dans un autre établissement, c'est bien ça? Oui. On va noter, on garde la question et on va chercher la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on est allé un peu vite sur cette diapo qui quand même est un des sujets majeurs des mois à venir. Donc, la fin de la SMA, ça concerne les MCO ex-DG. Donc, depuis, donc, il y a eu la crise avec la mise en œuvre de la garantie de financement pendant plusieurs années. C'est-à-dire que, quelle que soit votre activité, la valorisation, vous aviez
au moins le montant des recettes 2019 en MCO. Et puis, en sortie de garantie de financement, il y a eu la SMA, sécurisation modulée à l'activité, qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'on a continué à vous, j'allais dire protéger, en tout cas à protéger ceux qui n'arrivaient pas à remonter au niveau de valorisation, hein, pas au niveau des volumes, mais de la valorisation MCO, en les accompagnant avec des crédits complémentaires tous les mois. Donc, on a eu l'annonce, et je pense que vous l'avez eu par vos fédérations, tout ça est dit beaucoup à l'oral, hein, mais de l'arrêt de cette sécurisation définitivement après une première année à 50%, puis une année à 30%. Cette année, ça s'arrête. Vous avez touché la SMA sur janvier et février, mais quand on dit que ça s'arrête au M3 PMSI, en fait, c'est que ça va pouvoir être arrêté, mais ça va être rétroactif. Donc, il va y avoir des histoires de régularisation. Je pense que vos directeurs financiers, je ne sais pas s'il y en a dans la conférence, sont là, mais c'est surtout une question, effectivement, d'argent qui va arriver en moins concernant le MCO sur les arrêtés et puis la gestion de la trésorerie. Donc voilà, je pense qu'il fallait quand même refaire un point un peu plus important. Alors, juste parce que l'année dernière, on a vécu un changement du pourcentage de SMA annoncé au 1er mars. Et finalement, si mes souvenirs sont bons, mais je regarde les filles, ça n'avait pas été possible pour des raisons techniques ou de retard diverses et variés de l'ATIH. Donc, ça avait en fait été reculé au 1er avril. Donc, nous, c'est pour ça qu'on vous l'annonce là. Mais on n'a pas de décret du ministère. Donc, si problème technique il y a, on essaiera il y aura des annonces, je pense aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça pourrait être au 1er avril, pour être concomitant avec la C1 qui est annoncée en juin. Enfin, voilà. Donc, là, pour l'instant, c'est toujours mars. Mais si on se réfère à ce qui s'est passé l'année dernière, hein, ils n'avaient pas pu changer avant avril. Donc, voilà. On sera de toute façon disponible, hein, pour toute question particulière. Pour le coup, pour ceux qui sont MCO ex-DGF ou même MCO ex-OQN, mais avec retard, puisque la SMA, c'est pas au mois le mois, pour eux, c'est traité, les garanties sont traitées une fois par an. Voilà, pour ça. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vois une question sur les hémorragies du postpartum. Y a-t-il des précisions sur la volumétrie des pertes pour l'emploi des nouvelles extensions? Il ne me semble pas avoir vu quelque chose de cet ordre dans le guide méthodologique. Les pertes financières. Des pertes. Est-ce qu'il s'agit de pertes de quel ordre? Les pertes sanguines. Là encore, comme pour l'autre cas, on va se renseigner, on note la question. Merci beaucoup. Je vais passer. J'ai une intervention dans les présentations. Donc, là, on va passer la parole à... Attendez, je change le diapo. Sinon, tu vas plus vite. Je passe la parole donc à Dr Valérie Lemasson, médecin DIM au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui va nous parler de la DFA en psychiatrie. Bon, oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Donc, à la demande du comité d'organisation, donc on m'a demandé de faire un petit point sur la dotation à la file active avec le calcul assez précis de comment ça fonctionne et quelques points de vigilance à avoir justement par rapport à cette dotation file active. Passé. Donc, pour rappel, cette dotation à la file active, elle concerne aussi bien les établissements publics et SPIC et le privé, mais avec des prorata différents, puisque c'est 15% à peu près pour public et SPIC et 85% pour le privé. Pour le privé, ça concerne l'hospitalisation à temps complet, à temps partiel, puisque l'activité de consultation ambulatoire est directement rémunérée via la sécurité sociale. Et pour le public, on a aussi les activités ambulatoires. Donc, on va survoler là rapidement les variables importantes et puis on viendra après un peu plus en détail sur le calcul
concret des pondérations pour que chacun puisse retrouver un petit peu ses petits quand il fait ses comptes au niveau du DIM. Donc, sur le temps complet, on a généralement, c'est un décompte à la journée qui compte. Donc, ce qui est très important, c'est les mouvements, la mouvementovigilance. Et on a des pondérations différentes selon les formes d'activité, avec des grilles différentes pour les adultes et les enfants. Et on a des pondérations qui viennent s'appliquer selon l'âge du patient et en fonction des autorisations données par l'ARS, et des suppléments aussi pour les soins sans consentement qui sont annuels. Enfin, on reviendra dessus. Pour le temps partiel, c'est la même chose, exactement la même chose. C'est un décompte à la journée avec des grilles adultes et des grilles enfants et des pondérations différentes selon les formes d'activité et donc l'importance de la mouvementovigilance. Pour l'ambulatoire, on a un décompte cette fois aux patients avec une pondération qui va dépendre de l'intensité des soins dans l'année, avec des grilles différentes pour les adultes et les enfants étant toujours surcotés par rapport aux adultes. On doit être vigilant par rapport au lieu de prise en charge des patients, où sont les patients, avec des suppléments aussi pour la coordination des soins selon leur intensité, et des suppléments pour les prises en charge intensives. On reviendra dessus tout de suite. Donc, ouais, tu peux passer. Alors, sur la dotation à la file active, donc décompte à la journée sur l'ensemble de l'année N-1, des pondérations, on a dit différentes sur les formes d'activité, on reviendra sur la grille, et avec une surcotation des enfants, et des majorations qui sont liées à la reconnaissance ARS sur certaines autorisations qui figurent dans le fichier des UM pour l'établissement privé, et pour les établissements publics, pour l'instant, c'est plutôt l'établissement qui est repéré par l'ARS pour ce type de prise en charge, de suppléments. Et donc, pour les suppléments du public, ça concerne les jeunes adultes. Et c'est pareil pour privé aussi. Pour l'instant, vous... D'accord. Le fichier UM, pour l'instant, ne suffit pas. OK. Et donc, du coup, pour le public, temps plein et hôpital de jour, avec un supplément jeunes adultes. Donc, jeunes adultes, c'est plus de 18 ans et moins de 26 ans. Et je précise que jeunes adultes, si un adulte a 25 ans lors de l'année, enfin passe à ses 26 ans lors de l'année, en fait, c'est toute l'année qu'il va bénéficier de son supplément de jeunes adultes toute l'année, y compris quand il a 26 ans. Donc, pour vos calculs, c'est important de savoir ça. Et puis, on a donc pour les établissements privés des suppléments pour le post-cure, pour le centre de crise, en fonction du fichier des UM et des autorisations ARS, comme le rappelait Gaëlle. Voilà. On a un supplément annuel pour les patients en soins sans consentement, qui est différent pour les patients qui en sont en SDRE ou en SPPI, SDT. C'est pas la même pondération qui s'applique en plus. Et en sachant que c'est une des deux pondérations qui s'applique. Si un patient est en SDRE puis en SDT, ça va être la pondération SDRE qui va s'appliquer pour toute l'année. Et ça concerne les patients qui sont en temps plein, en centre de crise ou en post-cure. C'est-à-dire qu'un patient qui est en programme de soins en hôpital de jour, toute l'année, il n'y a pas de supplément SDRE qui s'applique. Donc attention, ça veut dire quoi pour le DIM? Attention à la bonne saisie des mouvements, je l'ai déjà dit. Donc la mouvementovigilance est vraiment essentielle dans cette réforme du financement. Attention aux dates d'entrée, aux dates de sortie, aux permissions. Et ce qu'on déclare en termes de PMSI doit être strictement équivalent à ce qu'on déclare en termes de facturation, puisque c'est les mêmes règles. Donc un moyen facile de repérer si on n'a pas des erreurs, c'est de vérifier si on a facturé exactement le même montant de journée dans l'année pour le temps complet. C'est un peu différent pour le temps partiel, puisqu'on déclare des journées et des demi-journées en termes de PMSI, là où on déclare des journées complètes systématiques pour l'hôpital de jour. Et donc là, on peut avoir un décompte un peu moindre pour au niveau des journées de DIM, de PMSI, par rapport à ce qui est facturé. Donc là, il y a un petit calcul à faire pour retomber sur ses pattes. Attention aussi sur les modes légaux, en sur-déclaration ou en sous-déclaration, puisqu'on a ce supplément qui s'applique pour les patients qui sont en temps plein, centre de crise et post-cure. Donc, être bien vigilant à bien vérifier si les modes légaux ont bien été saisis. Et puis, donc, les données du FIQN, très importantes pour les suppléments dans le privé. Dans le public, on les note aussi, mais c'est plus l'autorisation de l'ARS qui va compter. La suivante. Et donc là où je vous ai repris un petit exemple très pratico-pratique que j'ai recopié de la notice technique de la TH qui était très très bien faite pour expliquer comment ça fonctionnait. Donc imaginons un premier patient qui a 26 ans, donc il démarche à la grille des adultes. Il a 2 jours en centre de crise dans l'année, puis 11 jours de temps plein avec 2 séjours distincts. On poule tout ça et ça fait 11 jours de pondération à temps plein plus 2 jours de pondération pour les centres de crise.
Le deuxième patient en dessous, il a pareil, 2 jours en centre de crise. Cette fois, il a 13 jours en temps plein et il a en plus un passage, des soins sans consentement en SDRE, puis en SDT. Et donc, on va avoir pour ce patient-là 13 jours de temps plein, plus 2 jours de pondération centre de crise, plus le forfait SDRE qui s'applique, puisque c'est le plus fort qui s'applique pour l'ensemble de la période. Je passe le suivant. On a, alors là, ça c'est très mal copié, mais c'est pas très grave. Donc l'idée, c'est d'avoir un patient qui est en hôpital de jour, donc avec des journées complètes de plus de 6 heures ou des demi-journées de plus de 3 heures. Et dans le privé, c'est 3 à 4 heures et puis 6 à 8 heures. Et donc, on a pour l'ensemble de la période, dans l'année, on a 15 jours d'hôpital de jour, donc 16 jours d'hôpital de jour qui s'appliquent comme ça, donc 12 jours et demi parce qu'on compte des journées et des demi-journées. Donc la demi-journée vaut une demi-journée, donc 12 jours et demi d'hôpital de jour. Et là, on avait une majoration qui s'appliquait parce que l'établissement était autorisé à être dans la pondération jeunes adultes. Et le patient ayant 24 ans, la pondération jeunes adultes s'applique, c'est-à-dire qu'en fait, on applique les tarifs de la grille enfant, la pondération de la grille enfant. Pour le cas en dessous, on cumule, on a un patient, là encore, qui a des majorations. Donc là, c'était en soins sans consentement, en centre de crise pour un patient qui a été en structure privée, autorisé par l'ARS, repéré dans son fichier d'UM. Et donc, on multiplie les majorations pour avoir récupéré un tarif différent. Donc, le système de multiplication des majorations pour les jeunes adultes et les soins sans consentement, par exemple. Voilà. Si on passe à la diapositive suivante. Donc, je vous ai remis les grilles, mais vous les connaissez, donc des grilles différentes pour le public et pour le privé. Et dans ces grilles-là, le coefficient géographique est à intégrer en plus, donc de 7% pour l'Île-de-France. Voilà, je vais rappeler ça avec les suppléments qui s'appliquent. C'est la diapo avec les grilles, voilà, pour le privé. Et c'est le même principe. Alors, pour l'ambulatoire, on peut passer à l'ambulatoire. On a donc des pondérations qui sont progressives, voilà, en fonction de l'intensité des soins dans l'année, avec un maximum à plus de 52 actes dans l'année. Ce qui compte, c'est les soins où on voit le patient, c'est-à-dire les actes d'entretien, d'accompagnement et de groupe. Les démarches et les réunions viennent en plus. Et si un patient n'a que des démarches et que des réunions, eh bien, il n'y aura pas du tout de supplément de dotation amphilattique en ambulatoire pour ce patient-là. Il faut vraiment, le socle, c'est vraiment d'avoir des actes d'accompagnement, d'entretien et de groupe. Donc, les pondérations, là encore, sont différentes pour les adultes et les enfants. Et il y a une exclusion des lieux de SAU, de liaison et de pénitence de la prison, qui sont des activités spécifiques. Et on a donc un supplément de 20% pour les activités dites hors lieu de soins, donc quand on va au domicile du patient, quand on va en EHPAD, en PMI, etc., on a une survalorisation de notre activité. Et il y a un supplément intensif en cas de prise en charge très intense sur 15 jours. Il faut 15 actes sur une période de 12 jours actifs, avec 12 jours actifs sur 3 semaines, avec au moins 2 intervenants. Donc, c'est quelque chose de très, très intensif. Voilà. Et donc, si on passe à la diapositive suivante. Donc, les points de vigilance pour les DIM, c'est d'être attentif à la saisie de tous les actes en ambulatoire et c'est vraiment difficile. Donc là, ça ne concerne que le public, d'aller récupérer toutes les informations qui se passent justement dans les EHPAD, dans les écoles, etc., d'être sûr de toute cette exhaustivité, d'avoir les lieux de prise en charge exacts parce que il y a une survalorisation de 20% pour ces lieux hors les murs et puis de bien recueillir l'activité de tous les intervenants. Voilà. On peut passer le suivant. Donc, on a la grille, je vous ai redonné les grilles de pondération qui s'appliquent en fonction de la densité de prise en charge. Et là encore, il faut ajouter le coefficient géographique en Île-de-France qui est de 7%. Et puis, si on regarde sur la diapositive suivante, je peux passer. Voilà, sur la supplément de coordination, ça va venir s'ajouter à la pondération précédente avec une grille qui est un peu différente. Et là, il n'y a pas de distinguo entre les adultes et les enfants. Voilà. Et donc, si on regarde un cas précis d'un patient de 24 ans qui ferait des actes d'accompagnement de groupe et d'entretien, donc c'est ça le support du décompte. Donc là, on a 7 actes d'accompagnement
du socle. Donc, on a un palier 3. Et puis, on a des actes en plus qui viennent pour les démarches et les réunions, des actes de coordination. Et donc, c'est une majoration 2 qui vient s'ajouter en plus. Donc, ce patient-là, on va avoir une pondération 3 plus une majoration 2, parce qu'il y a un certain nombre d'activités qui viennent en plus. Et le patient suivant, c'était pour vous illustrer le fait que si on était au-delà de l'activité principale autour d'un patient. Donc là, il y a un patient qui a 24 ans, qui a 5 actes AEG, donc il est dans le palier 2. Il avait 8 actes de démarche et de réunion qui venaient s'ajouter en plus, mais c'est écrété. On ne peut pas avoir plus de démarches et de réunions que d'actes auprès du patient AEG. Donc ça retombe à 5 actes et on touche une majoration 2 pour ce patient. Voilà. Et on peut passer sur le cas suivant. Qui était pour illustrer donc les activités hors les murs. Donc, on va compter le nombre d'activités qui ont eu lieu hors les murs et on va appliquer un ratio de 20% au palier en comptant le nombre d'actes concernés. Donc là, on avait 3 actes qui avaient lieu hors les murs sur les 7 actes AEG. Donc, ça fait 3/7 du palier fois 20%, auquel s'ajoute la pondération classique. Voilà, c'est facile. Une fois qu'on a compris ça, mais la notice ATIH est vraiment très bien expliquée. Donc voilà, je vous renvoie à la notice. Je ne fais que la retranscrire. Et puis en dessous, c'était pour illustrer les prises en charge intensives. Mais c'est pareil, là, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc une fois qu'on a tout ça, on a toutes nos pondérations. Et si tu passes, voilà. Et donc, on a ces éléments qu'on verra sur le rendu que nous a donné les tableaux valides. Et avant de passer à la dotation, enfin, avant de passer à ces tableaux-là, je voulais quand même un mot sur la qualité du codage, puisqu'on a 5 enveloppes, ça représente 0,2% de la dotation de l'enveloppe de la réforme du financement, pardon. Et cette qualité du codage se compose en 5 enveloppes. Donc, comme vous savez, sur est-ce qu'on a bien ces numéros de sécurité sociale en ambulatoire exclusif ou pour les patients qui côtoient aussi le temps complet, le temps partiel, avec des niveaux d'exigence différents. Et puis, est-ce qu'on a un diagnostic principal, au moins un dans l'année pour le patient qui est venu dans nos structures, et est-ce qu'on a un diagnostic précis? Et donc, attention à bien identifier les patients qui sont sans domicile fixe pour le compartiment sur le numéro de sécurité sociale, pas sans domicile fixe, sans sécurité sociale, il faut bien coder le code Z5970, donc c'est patient qui n'a pas de couverture sociale pour ne pas émarger, enfin pour ne pas être pénalisé par un patient qui n'aurait pas de sécurité sociale, et pour les patients qui sont sans domicile et donc du coup qui n'ont pas un code postal précis, il faut bien penser à mettre le code Z590 en diagnostic associé pour ne pas être pénalisé dans cette dotation à la qualité du codage. Voilà, c'était les rappels que je voulais faire sur les codes de diagnostic associés. En tant que DIM, il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Voilà. Et puis donc pour finir, Emmanuel, voilà, on peut passer ça. On est plus vite. Voilà. Donc pour finir, voilà, vous avez donc toutes les pondérations maintenant qui nous sont données sur les tableaux. Des tableaux valides, donc sur la partie financière, valorisation à la fin de tous les tableaux, avec des éléments donc sur nos pondérations. Donc là, on voit c'est un établissement d'Île-de-France, il a son coefficient géographique à 7%, et donc on a un établissement public à gauche et un établissement privé à droite. Vous voyez que on a vraiment le calcul détaillé, et on a encore un tableau qui détaille encore plus le calcul prise en charge par prise en charge pour pouvoir retrouver ces éléments. Donc on a maintenant les éléments pour pouvoir avoir un peu plus de pilotage, un peu plus de visibilité sur les pondérations qui sont attendues par l'établissement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions et si l'équipe de l'ARS veut compléter des choses. Merci. Oui, il y a une question. Je pense qu'on a déjà répondu à la question. Merci beaucoup, Valérie. Vous confirmez la pondération jeune adulte pour les patients ayant eu leurs 26 ans pendant leur hospitalisation, que ce soit en hospitalisation complète ou en hospitalisation à temps partiel. La pondération jeunes adultes s'applique jusqu'au 31/12. Oui, c'est la TIH qui m'a fait cette réponse. Oui, la TIH, ok. Je vais me permettre de compléter plusieurs choses et de mettre des informations qui datent vraiment d'hier, donc Valérie ne les a même pas non plus. Par rapport à la question, c'est vrai que lors du dernier webinaire, on avait peut-être un peu été vite, et puis il faudra peut-être qu'on revienne dessus régulièrement, de toute façon.
les points, ça conditionne le versement uniquement de l'enveloppe DFA, donc dotation à la file active. Peut-être qu'il ne parle pas bien son nom. Dotation au point. Pour répondre, alors, je ne suis pas retenu le nom, mais enfin, j'ai vu les questions. En fait, en début d'année, on vous donne une DFA théorique. Donc voilà, c'est un système qui est peu habituel pour les privés, notamment les ex-OQN, parce que vous facturiez à vos prix de journée. Donc, si vous aviez des recettes qui arrivaient un peu au fil de l'eau en fonction de votre facturation au prix de journée, là, maintenant, vous êtes passé en système de 12e. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes un peu dans un budget qui tombe tous les mois. Voilà. Donc, par rapport à votre année précédente, vous aviez une DFA, on vous donne un 12e chaque mois de l'année précédente. Donc, ça tombe tous les mois et c'est à relier à votre activité. Il y a 2 régularisations par an, quand même, qui permet de regarder si par rapport à... Parce que, j'allais comparer un peu ça aux impôts, c'est-à-dire qu'on vous donne en fonction d'une année précédente, mais 2 fois par an, on regarde si vos points méritent, on va dire ça comme ça, plus ou moins que ce qu'on vous donne depuis le début de l'année. Donc, on régularise en plus ou en moins. Alors, en période de sécurisation, encore pendant cette année, il n'y aura pas de régularisation en moins, ni à M6, ni à M12. Mais à partir de 2026, ça pourra arriver. Donc, on regarde vos points. Peut-être ce qui n'a pas été redit, c'est vrai qu'on ne joue pas au niveau régional sur cette partie DFA, mais on joue bien au niveau national. Donc, tout le calcul de points que Valérie a expliqué, vous rentrez dans un jeu collectif on calcule les points de tout le monde que vous avez dans le tableau valide, et puis on vous positionne par rapport au reste, à M6, combien vous avez de points par rapport au reste du monde, j'allais dire, dans votre secteur. Dans votre secteur, par contre, ex-OQN joue avec ex-OQN, ex-DG joue avec ex-DG. Et à ce moment-là, si on vous a donné, je ne sais pas moi, 100 € depuis le début et qu'à M6, vous avez eu 600 €, mais que vos points de DFA vous disent non, on aurait dû leur donner 800, on vous régularise de 200, tout simplement. Et puis, on rejoue le jeu à M12. Donc après, il faudra peut-être refaire la prochaine fois des diapos. On va être obligé de répéter. Certains ont déjà peut-être tout bien compris, mais je pense que c'est important. On est là pour faire de la pédagogie. Et les informations complémentaires par rapport à ce qu'a dit Valérie, c'est que nous avons reçu hier, en fin de semaine, et ça va arriver dans vos établissements, puisqu'on parle de la 4e circulaire. D'une part, les montants liés à cette fameuse dotation de la qualité de codage, donc, qui est en lien avec vos tableaux valides aussi, de savoir si vous remplissez toutes les conditions pour être rémunéré à taux plein par rapport à votre qualité de codage. Donc, vous recevrez très prochainement, je pense, au pire courant de semaine prochaine, les montants qui sont liés à votre qualité de codage 2024, puisqu'on est en train de terminer l'année 2024. Tous ces calculs ne peuvent être faits qu'une fois la base M12 scellée, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et idem, on a reçu aussi les régularisations liées à M12 2024. Donc, c'est aussi un moment, je pense, de partage entre DIM et DAF qu'il faut sans doute instaurer. C'est-à-dire que soit on n'a pas de régularisation, et ça veut dire qu'en 2026, il faudra faire très attention parce qu'on pourrait être régularisé. Ça veut dire qu'on a actuellement, on touche une DFA théorique qui est potentiellement plus importante que notre DFA réelle quand on sera plus sécurisé. Et soit on a une régularisation, et je pense que voilà, il faut commencer à faire des suivis assez réguliers, relier ses points avec le montant total de sa DFA, puisque une fois M12 régularisé, vous avez donc la DFA de l'année 24 pour chaque établissement. Voilà, autre point un peu particulier, mais les référents financiers et vos correspondants habituels pourront vous redire, même bien que la DGOS ait essayé de ne pas mettre dans la régule M6 toute la DFA qu'elle avait à disposition, on a, et moi j'ai vu les chiffres, à M12 des régules négatives, même en période de sécurisation. Ça veut dire qu'on vous avait trop donné à M6 par rapport à la réalité des points de toute l'année. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes qu'on a fait sauter la sécurisation, mais certains d'entre vous pourraient avoir une régule à M12 négative parce que celle de M6 était trop importante. Vous avez des mécanismes financiers un peu peut-être compliqués quand c'est un peu nouveau. Nous, on se tiendra à votre disposition. Je vous dis, les équipes de la supervision financière. Mais donc, tout ça devrait arriver et c'est quand même un moment important de l'année, je pense, la régule M12, parce que effectivement, c'est la fois où vous avez, ah oui, ma DFA annuelle, elle vaut tant, j'ai tant de points.
quelle est la valeur de mon point. Donc, ça se rapproche quand même du suivi le plus intéressant qu'on peut faire en termes de valorisation pour l'avenir et des simulations par rapport aux points qu'on pourrait récupérer chaque année. Voilà, je vais un peu vite, et puis c'était pas des diapos, mais on pourra recueillir, éventuellement, vous pourriez nous dire, hein, si vous voulez, on pourra faire un point aux journées d'automne, de nouveau un point sur ces mécanismes qui sont peut-être un peu complexes parce que nouveaux. Encore une question sur la psy. Est-ce que la désécurisation est prévue à 100% en 2026? Aucun autre mécanisme d'accompagnement des effets revenus n'est prévu dans les établissements au-delà de 2026? À ce jour, la réponse est oui. Mais vous savez que la vie n'est pas un fleuve tranquille dans le milieu hospitalier. Donc, on pourrait penser que si les résultats sont trop importants, on pourrait imaginer qu'il y ait un mécanisme d'accompagnement. Par ailleurs, il faut aussi le penser, la sécurisation pénalise les établissements qui touchent donc moins pour l'instant que si on n'avait pas de sécurisation. Les gens qui sont régularisés en plus, on dit qu'ils sont capés à hauteur de ce qu'on met pour aider ceux à qui on devrait prendre de la DFA, puisque c'est une enveloppe fermée nationale. Donc voilà. Donc, il y a aussi les partisans d'une désécurisation qui aurait pu même arriver avant. Mais pour l'instant, rien. On n'a pas d'infos sur ce sujet. C'est un peu beaucoup trop tôt là. Je pense qu'on va déjà régler la SMA MCO. Merci beaucoup. On reste sur la psychiatrie. Là, on va inverser par rapport à l'Observatoire de chirurgie. Merci beaucoup de ta souplesse. Donc, je passe la parole à Carole Fraboulet, pardon, technicienne de l'information médicale à la FSEF Paris 13, qui va nous parler du lien entre l'EDIM et les bureaux administratifs dans un établissement psychiatrique. Alors, bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, pour ce retour d'expérience, je vais vous présenter l'établissement pour que vous ayez un peu une idée de la structure. Donc, c'est la clinique FSEF Paris 13, donc, qui est un établissement privé à but non lucratif. Elle fait partie de la Fondation de santé des étudiants de France, donc FSEF, et est située dans le 13e arrondissement. Donc, l'établissement offre des soins psychiatriques à des adolescents et des jeunes adultes de 16 à 25 ans sur un mode de soins-études, donc ce qui permet de reprendre ou de poursuivre leurs études tout en bénéficiant de soins et d'accompagnement. La clinique dispose donc d'un service d'hôpital de jour de 15 places, de 2 services d'hospitalisation de temps plein de 60 lits au total, de 2 services ambulatoires, donc le relais 75 qui est dans les locaux de la clinique dans le 13e, donc, et le relais 93 qui est situé à La Courneuve. Donc les admissions en temps plein et en HDJ sont faites sur dossier après une période de plusieurs entretiens de préadmission. Les prises en charge en ambulatoire débutent également après une étude de la demande en équipe. Et si la demande ne correspond pas à la prise en charge de notre service, les patients peuvent être réorientés vers des structures plus adaptées. Donc, au niveau de l'organisation, la répartition des missions au sein de la clinique. Donc, dans un premier temps, l'assistante des coordinateurs en charge de la commission des dossiers d'admission crée le dossier patient à chaque nouvelle demande d'admission et réception de dossier. Ensuite, les secrétariats médicaux intègrent les documents préalables au premier entretien de préadmission en vue d'une éventuelle admission, donc pour le temps plein ou pour l'HDJ, donc notamment l'attestation de CPAM, attestation de mutuelle, copie de pièces d'identité. Il y a une vérification de la validité des attestations et de la concordance des traits d'identité avec les informations renseignées dans le DPI. Et la saisie des mouvements de venue pour les consultations de préadmission. Au niveau des infirmiers et des infirmières, il y a une saisie des mouvements de venue pour les HDJ, avec ouverture et fermeture des séjours en cas de permission ou de transfert. Pour le bureau des entrées et des frais de séjour, donc il s'agit plus de la facturation, des appels INS pour les patients qui sont en HTC et en HDJ. Et au sein de la clinique, nous utilisons le logiciel Hôpital Manager pour le DPI, le PMSI et la pharmacie.
Donc, le lien entre le DIM et les autres services, donc avec le bureau des entrées, il y a un lien pour débloquer les séjours facturés dans le but d'une modification de date de fin de séjour. Donc, ça arrive quand on se rend compte qu'il n'y a eu aucune venue dans le mois qui vient de se terminer. Et également un lien pour le suivi des appels INS, donc pour les patients qui sont en HDJ ou en HDC. Il y a également un lien avec les secrétariats médicaux, donc pour vérifier en cas d'absence de mouvement dans un séjour s'il n'y a pas eu un oubli ou une ouverture de séjour erronée. Également la pertinence sur le type de prise en charge, à savoir s'il s'agit d'une consultation de préadmission ou plutôt d'une venue d'HDJ pour un entretien suite à une suspension de soins, par exemple. Il y a un rappel de fait en cas de non-saisie du code postal ou d'oubli d'intégration des documents, notamment pour les pièces d'identité dans le cadre des appels INS. Au niveau de l'hospitalisation à temps plein et de l'HDJ, il y a en parallèle du PMSI, nous vérifions la cohérence entre les données exportées et l'activité que nous avons dans le logiciel métier, donc notamment les données administratives pour les mouvements et VIDOSP, qui sont confrontés avec le tableau d'IPMSI qui est en synthèse, donc, qui sont mis en copie d'écran. Donc à gauche, il y a le tableau que je fais de suivi de l'activité. Donc je compare avec le tableau qui est présent dans Ovalide. Et ensuite, il y a aussi la comparaison avec le tableau des formes d'activité, le tableau 1 des 2 FA. Donc je vérifie avant de transmettre pour validation. Ensuite, donc, il y a une vérification au début de chaque mois de la concordance entre les mouvements renseignés et les venues réelles, parce qu'il y a parfois un delta, donc qui se vérifie en regardant les agendas des rendez-vous, les observations et les transmissions qui sont renseignées dans le dossier patient. Il y a un risque d'oubli de saisie par les professionnels. Donc, le fait de vérifier permet de récupérer des journées ou des demi-journées qui n'auraient pas été renseignées au niveau des mouvements préalables. Ensuite, il y a une vigilance pour les séjours d'HDJ qui n'ont pas de venue dans le mois. Nécessité de fermer ce séjour à la dernière venue et d'en ouvrir un et éventuellement en faisant un chaînage pour une potentielle nouvelle venue. Donc là, j'ai mis une copie d'écran du tableau 1V1 des fins de dotation à la file active. Donc effectivement, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de nombre de séquences avec 0 venue dans la partie grisée. Car du coup, ce sont des séquences qui ne sont pas valorisées. Une vigilance également pour les transports. Alors, c'est quelque chose qui est spécifique à notre structure, c'est qu'il y a un manque d'utilisation du bon de transport, donc qui est présent dans notre logiciel HM, car les ambulances n'acceptent pas ou difficilement ce bon. C'est le formulaire papier CERFA classique qui est préféré par les sociétés d'ambulance. Donc, il y a une nécessité d'être au courant lorsqu'il y a un transfert, s'il y a une utilisation d'un transport ambulance ou autre, et afin de pouvoir renseigner correctement le fiche compte transport. Donc, j'ai notion qu'il y a existence du logiciel Ambulise qui peut être utilisé dans les grosses structures, mais ce n'est pas le cas chez nous. Également une vigilance pour la saisie des codes postaux pour les adresses patients. Il existe une difficulté chez nous pour les patients qui consultent en ambulatoire hors lieu de soins, car ils consultent dans leur établissement scolaire. Donc, on n'a pas forcément la possibilité d'obtenir ce renseignement directement auprès des patients, puisque ce sont les psychiatres et psychologues qui les rencontrent uniquement et pas les secrétaires médicales. Voilà. Donc,
Toujours en ambulatoire, j'ai mis le tableau la dotation de qualité du chaînage. Donc depuis décembre 2024, nous avons entrepris un travail afin d'augmenter le taux de chaînage en ambulatoire. En parallèle aussi d'un travail sur l'augmentation du taux d'INS qualifié. Donc j'ai mis la capture pour le M12, nous avions un taux de chaînage rémunéré à 30% avec un score à 12,77%. Donc dans le cadre d'un nouveau parcours patient, il est désormais demandé au secrétaire médical des services ambulatoires de renseigner les numéros de sécurité sociale des patients dans le DPI, bien qu'il n'y ait aucune facturation ni transmission de réalisée. Et effectivement, les patients en ambulatoire ne passent donc pas par le bureau des entrées. En janvier, donc, il y a eu une augmentation du score qui est passé donc à 36,02%. La rémunération n'a pas changé, mais voilà, c'est quand même bien. On a quand même pu augmenter entre le M12 et le M1 ce taux de chaînage. Voilà, donc en conclusion, donc on met en exergue l'importance de la communication et de la qualité du lien et de la sensibilisation des professionnels. Également l'importance d'avoir des process ancrés et connus par tous pour permettre une bonne fluidité entre les professionnels et le DIM. L'importance d'avoir une connaissance sur l'identito-vigilance, car cela a un impact sur le périmétrie, données de chaînage, mais aussi sur les indicateurs de programme comme Open2 par exemple. L'importance d'avoir une saisie des entrées, venues et sorties pour avoir l'exhaustivité des données la plus réelle, notamment avec l'impact sur la DFA, le nombre de journées de venue et donc sur l'activité de l'établissement. Voilà. Merci beaucoup, Carole, pour cette expérience, ce retour terrain des relations entre le DIM et les services de facturation, comment ça peut être amélioré. Et en fait, moi, j'avais une question pratique. Vous avez, donc, dans le cadre du nouveau parcours, demandé au secrétaire médical des services ambulatoires de renseigner le numéro de sécurité sociale. Comment ça a été perçu, cette demande? Et puis, comment ça se passe, en fait? Alors, la réception a été différente suivant les équipes. Avec une équipe, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci. Avec une autre, c'était un peu plus compliqué du fait de problèmes RH. Mais en expliquant bien, en disant voilà, qu'on prenait le temps aussi, qu'il n'y avait pas une demande d'être à 100% tout de suite en prenant le temps. On a pu augmenter ça. Alors, je les aide. Elle s'occupe de tout ce qui est nouveaux patients. Et moi, j'essaye de contacter les patients qui viennent déjà depuis plusieurs mois. On s'est réparti un petit peu les patients pour que la charge de travail soit moins importante. Ok, merci. Je vois une question là, je pense qu'elle est en lien avec l'intervention précédente. Bonjour, les séjours d'hospitalisation à temps partiel sans venue doivent être obligatoirement fermés ou bien est-ce une recommandation? Il n'y a pas du tout de venue sur l'année, il vaut mieux les fermer parce que du coup ça va polluer un peu la base, et on va exiger d'avoir des diagnostics, des éléments qu'on n'aura pas forcément sous la main puisque le patient n'est pas venu. Donc s'il y a il n'y a pas de règle comme sur les hospitalisations à temps complet où on dit qu'au bout de 48 heures, il faut fermer le séjour. En hospitalisation de jour, on peut laisser assez longtemps, mais il faut éviter d'avoir des séquences à 0 jour, des séquences vides, puisque ça pollue un peu la base et ça exige de la qualité là où on ne peut pas la donner. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions sur ces interventions en psychiatrie, merci beaucoup à vous deux. Je propose de passer la parole à Hamza Labdili, qui est responsable du département plateau technique à l'ARS Île-de-France, et à professeur Olivier Soubrane, qui est référent thématique chirurgie, pour nous présenter l'Observatoire régional de la chirurgie. Merci Emmanuel, bonjour. Donc, je ne sais pas si le professeur Soubrane a pu se connecter, parce que le
principe est une activité clinique aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis accompagné par l'équipe de l'Observatoire qui sont connectés. Donc, il y a bien Alice et Kautar qui ont rejoint l'Observatoire depuis février. Et normalement aussi, il y a Didier Lustume qui est référence à la partie chirurgie assistée par robot. Donc, je ne sais pas s'il a pu se connecter pareil aujourd'hui. Donc, il nous a semblé un peu important de vous présenter très brièvement l'historique quand même de l'Observatoire, ses missions, avant d'aborder quelques réalisations, quelques tableaux de bord sur lesquels on travaille. Donc, très brièvement, si on peut passer directement à la diapositive de 2015, donc l'Observatoire a été mis en place par l'ARS en 2015 afin de donner une dynamique à la chirurgie ambulatoire. Donc, il y a un groupe de travail qui s'est réuni afin de proposer un espace d'échange pour cette thématique-là, dans le but de produire des livrables bien précis, notamment des guides de bonne pratique. Donc, c'était initialement la première idée, et aussi servir un peu de relais, d'échange sur les pratiques professionnelles et l'organisation des parcours de prise en charge des patients dans le cadre de l'ambulatoire. Donc, c'est vraiment la naissance de l'Observatoire de la chirurgie. En 2019, donc un groupe thématique chirurgie a été initié par l'ARS dans l'objectif d'accompagner la rédaction du PRS2. Donc, de nombreux axes de travail ont été bien identifiés, donc notamment la partie chirurgie assistée par robot, l'handicap à la chirurgie, la gériatrie, la chirurgie pédiatrique et bien d'autres thématiques. Et en 2021, donc, le groupe thématique chirurgie a été élargi, donc, pour un peu toucher d'autres aspects de la chirurgie au-delà de la chirurgie ambulatoire, donc notamment la partie anesthésie et bien d'autres thématiques qu'on précise un peu dans la diapositive suivante, notamment en 2023. Donc, avec l'évolution observée de la partie ambulatoire, donc l'extension sur d'autres thématiques de la chirurgie, notamment le parcours chirurgical et la réhabilitation améliorée après chirurgie, ainsi que la prise en charge des patients en situation de handicap, ont bien fait partie des travaux et des études analyses par les différents groupes de travail qui composent l'observatoire pour justement produire, en tout cas éclairer les actions de la DES en ce sens. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs groupes thématiques, donc plusieurs groupes au niveau de l'observatoire. Donc il y a le groupe toujours chirurgie qui fait l'essence de cet observatoire. Donc il y a un comité scientifique qui est aussi composé d'un certain nombre de praticiens, anesthésistes et chirurgiens. Donc, il s'articule autour de l'ARS. Donc, il y a bien un pilotage par le département plateau médico-technique, donc via les membres du plateau du département, donc notamment le professeur Sobran, qui est référent thématique chirurgie, et du coup, Mohamed Ashraf, chargé de projet. Et après, il y a des liens qui se font avec les autres directions de l'ARS, notamment la DIRNOV. Les missions, très globalement, comme je disais tout à l'heure, c'est la réunion d'experts afin de produire des livrables très bien précis, comme des guides de bonne pratique. Il y a le soutien permanent au département dans l'animation des réseaux, notamment la partie, le réseau qui est chargé de la coordination et l'élaboration de tableaux de bord pour la chirurgie robotique. Et puis aussi le soutien au département dans les appels à projets, dans la mise en place, analyse et encadrement de mise en place des appels à projets pour la chirurgie. Parmi ces missions aussi, c'est la coordination des différents partenaires autour des projets transversaux, donc notamment les gérandifs, pour l'étude des impacts des unités périopératoires gériatriques en chirurgie, urologie et digestive. Donc ça, c'est un élément qui a été intégré notamment en 2023. Il y a aussi le site internet. Donc, on a eu quelques pépins en début d'année pour le site. Si vous avez peut-être essayé de vous y rendre, mais on a eu quelques cyberattaques. Donc là, on essaie de le remettre sur pied. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'alimenter le site internet avec un certain nombre de documentation, de tableaux de bord, de newsletters, 2-3 fois par an. Donc, à destination à chaque fois des établissements de santé, des professionnels et aussi d'autres partenaires. Donc, il y a aussi des dispositifs régionaux qui s'intéressent à la production de l'observatoire. Juste couper là-dessus, c'est toutes ces productions sont appuyées sur le PMSI, pour faire le lien avec l'information médicale. C'est aussi pour ça qu'on a fait intervenir l'observatoire, c'est que sans vous, ça n'existe pas, même si après, voilà. Oui, c'est ce qu'on, voilà, tout à fait. Donc, merci Gaëlle. On le précisera par la suite dans les tableaux de bord avec quelques exemples concrets.
Donc, juste pour terminer l'émission, donc il y a l'organisation de webinaires que vous allez retrouver en rediffusion sur le site internet et l'appui à l'organisation de séminaires de chirurgie. Donc, la dernière diapositive, je ne sais pas, on va peut-être pas s'attarder, c'est la réalisation d'années, mais qui regroupe quelque part aussi les missions essentielles de l'Observatoire, notamment peut-être la partie accompagnement à la rédaction du PRS3. Mais les différentes autres réalisations ont été déjà évoquées dans le cadre des missions. Donc, je laisse la parole juste à Alice, qui va commenter 2-3 tableaux production par l'ARS. Pardon? Bonjour, merci Hamza. Alors oui, je suis Alice, chargée de mission au sein de l'Observatoire de chirurgie. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, dans le cadre de nos missions, ici à l'Observatoire de chirurgie, les données PMSI et les tableaux de bord jouent un rôle clé dans l'analyse et l'amélioration de l'organisation des soins chirurgicaux. Alors, comment? Eh bien, premièrement, voyons comment on utilise ces données PMSI. Alors, comme vous le savez, ces données nous permettent de suivre des indicateurs clés, comme par exemple ici sur ce graphique, le taux de chirurgie ambulatoire. Là, c'est de 2016 à 2023 au sein d'un établissement de santé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc tracer, grâce à ces données, l'évolution des pratiques. Ça peut être une analyse réalisée par établissement, comme ici où l'établissement est à sélectionner, mais aussi, comme on peut le voir sur la diapo suivante, donc sur ce tableau de bord qui est construit à partir des données PMSI, d'analyser l'activité chirurgicale entre établissements cette fois-ci. Donc ici, on peut lire le nombre de séjours en hospitalisation complète, en ambulatoire, avec le taux d'ambulatoire, et trier pour comparer ces données par statut d'établissement, donc entre mêmes statuts, ou entre différents statuts, ou bien par GHT, pareillement au sein d'un même GHT, ou bien entre différents GHT. Et donc, l'utilisation de ce tableau de bord, elle nous permet de comparer les structures en fonction de leurs indicateurs, d'identifier les établissements qui ont le moins d'activité, ceux qui ont le plus d'activité, de réaliser des cartographies de ces activités-là et de proposer aux établissements des actions d'amélioration ou un accompagnement ou un accompagnement pour mettre en place justement des stratégies d'optimisation des parcours patients et de l'organisation des soins. Donc sur la diapo suivante, donc là, la diapo précédente, on avait vu le nombre de séjours en hospitalisation complète et en ambulatoire. Et là, sur cet autre tableau de bord, on peut retrouver ces mêmes données, mais cette fois-ci par domaine d'activité. Alors effectivement, ici, on peut lire le nombre de séjours codés donc, en digestif. On voit également en orthopédie traumatologie, en rhumatologie. Et donc, on peut utiliser ces données et ces tableaux de bord pour approfondir et obtenir des analyses encore plus précises. C'est ce qui est intéressant à relever. Et comme on peut le voir sur le dernier tableau de bord dans la dernière diapo, merci. Donc ici, sur ce tableau de bord qui est spécifique à la réhabilitation améliorée après chirurgie, on a le nombre de séjours avec et sans réhabilitation améliorée après chirurgie, mais aussi la durée moyenne de séjour. Et ces données, elles vont nous permettre d'apprécier l'efficience et la qualité des soins. Alors ce tableau de bord, il est inspiré du travail réalisé par le docteur Brigitte Omsi à l'occasion du séminaire de la chirurgie en 2023. Ces données, elles sont également disponibles sur le site de l'Observatoire de la chirurgie. Et donc, nous pouvons, grâce à ces données PMSI et ces tableaux de bord, apprécier les parcours en chirurgie, mais aussi suivre l'impact des recommandations de l'Observatoire sur l'organisation des soins chirurgicaux et d'aider à la décision ainsi qu'à l'orientation des actions. Voilà, je vous remercie et je laisse Kautar nous parler plus spécifiquement des tableaux de bord en chirurgie robotique. Est-ce que vous avez besoin que je débloque le micro? C'est bon? Non, c'est bon, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Eswaidi Kautar et je suis stagiaire chargée de mission au sein de l'Observatoire de la chirurgie. Je vais vous partager quelques éléments issus des travaux de l'Observatoire de la chirurgie sur l'activité robotisée en Île-de-France, en mettant l'accent sur un point central
qui est donc la qualité des données PMSI, qui repose directement sur le codage réalisé par les DIM. Les actes en chirurgie robotique sont identifiables grâce aux extensions CCAM, de 30 à 3B pour les actes réalisés sans robot et de 40 à 4B pour ceux réalisés avec robot. Si ces extensions sont mal renseignées ou oubliées, cela fausse plusieurs indicateurs importants dans le taux de recours au robot, la part d'actes robotisés, la visibilité des pratiques par spécialité, la lecture entre établissements et le suivi de l'activité dans le temps. C'est pour cela le rôle des DIM est fondamental. Le codage doit être complet et précis. Les liens entre blocs opératoires et systèmes d'information doivent être assurés. Et la qualité des données PMSI constitue donc la base des analyses menées au niveau de l'ARS. Et pour illustrer correctement ce que permet un codage rigoureux, je vous présente dans la slide suivante l'exemple d'un établissement public parisien qui dispose donc de 2 robots. En 2024, il a réalisé 1046 actes entrant dans le périmètre PMSI, dont 81,5% avec assistance robotique, un taux bien supérieur à la moyenne régionale qui est d'environ 50%. Quand on regarde, par exemple, par spécialité, on voit qu'en urologie, le recours au robot est très élevé, avec près de 98% des actes réalisés avec robot. En gynécologie, on observe une forte progression, plus de 49% en un an, notamment sur le curage ganglionnaire. Et finalement, en digestif, le recours reste plus modéré à 32%, ce qui peut simplement refléter une approche différente selon les indicateurs cliniques. Ce que montre ce tableau de bord, c'est qu'un codage rigoureux permet de rendre visible l'évolution des pratiques, spécialité par spécialité, et donc cela facilite l'analyse des activités et de leur dynamique dans le temps. Et surtout, il ne s'agit pas ici de produire des références ou des objectifs, mais bien de fournir des repères utiles aux équipes pour éclairer leurs décisions, partager des expériences ou adapter l'organisation locale. Merci beaucoup. Beaucoup pour cette présentation à la fois de l'Observatoire en général, de son historique, et puis après de la partie sur les données. Est-ce que, donc, c'est très intéressant. Je vois des questions dans la conversation, notamment sur est-ce que l'Observatoire, il y a un DIM à l'Observatoire de la chirurgie, puis des questions aussi sur les robots, la difficulté du codage par rapport aux robots. Est-ce que... Voilà. Oui, alors pour répondre à la première question, est-ce qu'il y a un DIM dans leur cas, non, mais c'est une très bonne question. Donc, il pourrait très bien... voilà, si vous avez des noms à proposer, je pense qu'on c'est le bienvenu. Donc, le groupe de travail n'est pas restreint juste à des praticiens, la chirurgie, anesthésiste, etc. On peut très bien élargir, il n'y a pas de sujet pour moi. C'est au contraire. Par contre, pour répondre à l'autre question, pour l'exhaustivité des actes CSAM, donc ça, c'est un sujet sur lequel on a essayé, pour être tout à fait transparente, d'avancer en 2024. Bon, tout à fait pas une réussite quelque part, mais en tout cas en 2025, nous avons eu quelques échanges avec le Haut Conseil à la nomenclature et la CNAM, qui travaillent chacun de leur côté sur ce sujet. Nous avons des échanges actuellement aussi avec la DGOS à ce sujet pour essayer d'avancer. Le gros problème, c'est que voilà, nous, en tout cas, on ne représente pas la RSI de France, on n'est pas représentant au niveau national, donc c'est un sujet qui est assez complexe. On essaie en tout cas d'avoir un groupe de travail avec la DGOS, le Haut Conseil des candidatures et la CNAM sur le premier semestre. Spécifiquement par rapport au codage du robot? Tout à fait. D'accord. Voilà, je crois que les questions concernent... Alors, il y a une question aussi sur la question de faire une hernie ou une cholécystectomie simple sous robot. C'est la même chose, c'est toujours par rapport au robot. C'est une pratique médicale. C'est pratique médicale. Ouais, malheureusement, je ne pourrais pas les commenter en l'absence du professeur Souverain. Oui, c'est le... Ah, il est là, Olivier.
Mais il ne peut pas parler. On ne t'a pas autorisé. Langage des signes, Olivier. Tu peux autoriser. Je vais lui... On va t'autoriser. Excusez-moi, Olivier. Voilà, c'est bon. Non. Olivier. C'est pas bon. Normalement, tu es autorisé, Olivier. Si tu peux peut-être, de ton côté, tu ne dois pas faire un autre. Non, il est autorisé. Autorisé. Chez nous, il est autorisé. Sur ton ordi, ton micro est coupé. Donc, et tu ne peux pas le découper. Alors, attends, on va essayer autre chose. Je vais essayer autre chose. Je le trouve dans la liste des participants. Autoriser le micro, ça y est, c'est bon. Normalement, vous pouvez l'autoriser. C'est bon, normalement. C'est votre micro qui est coupé, non? Moi, je l'ai autorisé. On t'a autorisé aussi en tant que présentateur, donc normalement, ça devrait... Bah, oui, est-ce que dans le chat ou bien on pourra refaire un... Ça, là, là, techniquement, on ne peut plus rien faire pour toi. Et toi, de ton côté, si tu vas sur tes 3 petits points, ou c'est... Je passe la parole à Dr Annie Camon, qui est médecin DIM à l'HAD de Melun, et j'essaye de remédier au problème du micro d'Olivier en attendant. Vas-y. Bonjour, je vais vous parler du codage des facteurs sociaux environnementaux. Je vous fais un historique. Et en 2021, donc, le guide méthodologique SSR à l'époque préconise le codage des facteurs socio-environnementaux, et il y a des travaux de la TIH qui aboutissent à l'apparition d'un document de synthèse en janvier 2022 sur le codage et qui annonce que ce travail va être poursuivi dans les autres champs. À l'HAD, alors à l'HAD, il y a une nouvelle classification expérimentale depuis juillet 2023. C'est-à-dire que tout ce que les HAD codent sont sur le classement actuel, et il y a une nouvelle classification qu'on regarde en même temps. Et donc, qui prend en particulier les facteurs socio-environnementaux sont pris en compte dans une future valorisation, on espère, et au MCO dans le cadre des travaux sur la sévérité en médecine, à d'autres projets. Alors, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité du recueil de ces facteurs, hein, et de les prendre en compte dans les classifications et dans les valorisations. Alors, sont impliqués la dotation populationnelle, hein, avec quelques items qui concernent ces facteurs socio-environnementaux. Donc, il y a une dotation qui mesure le besoin de santé de proximité, à laquelle sont appliqués des critères populationnels, hein, des patients de plus de 75 ans, le nombre de soignants autour de ces patients, et une dotation qui mesure le besoin de recours sur la base des cartographies de l'assurance maladie, calculée sur la prévalence des maladies, les besoins en offre de soins. Alors, je vous ai mis la liste des critères, qui concerneraient les facteurs socio-environnementaux dans les critères de cette dotation, donc le taux de pauvreté, la part de population dans un logement en situation de suroccupation, l'indice de désavantage social, c'est un indice officiel, le taux de chômage, l'indice de développement humain, la part des patients de plus de 75 ans isolés ou en EHPAD. Et parmi les indicateurs d'accessibilité à l'offre de soins, donc le taux d'équipement médico-social de la région, le nombre de places dans les EHPAD ou les EHPA, et l'accessibilité aux généralistes, aux libéraux, enfin aux soignants. Il y a aussi des critères de certification qui font référence aux facteurs socio-environnementaux. Donc ça, c'est les IQSS 2024. Parmi ces critères,
Le patient peut exprimer, alors on va voir tout à l'heure dans les critères que ça peut entrer en jeu, exprime son consentement, le patient bénéficie de messages renforçant sa capacité à agir sur la santé, voilà, enfin, je vous laisserai les critères. Alors, pourquoi coder ces facteurs? Il y a eu plein de recherches montrant que les populations ne sont pas égales face aux pollutions, aux nuisances, aux risques environnementaux. Et une politique de réduction d'exposition à ces risques aurait un bénéfice sanitaire, avec particulièrement auprès des populations défavorisées, parce qu'elles sont plus exposées aux risques, en fait. Alors, l'historique, c'est le concept de justice environnementale développé aux États-Unis dans les années 70 et qui concernait essentiellement les problèmes d'accès aux soins des populations défavorisées et en particulier des minorités ethniques. C'est une notion qui est formalisée en 1994 avec l'obligation de traitement d'implication des minorités ethniques dans les politiques publiques. Et ce courant va se diffuser en Europe dans les années 2000 avec un certain nombre de travaux qui sont faits. Et alors, les travaux montrent les liens entre implantation des environnements polluants et les zones de faible revenu. Donc voilà, il y a eu plein de recherches après. Des facteurs complexes identifiés. Alors, il reste sûrement beaucoup de travail à faire pour explorer ces facteurs. Des facteurs comme le contexte social, psychosocial, les problèmes de stress au travail, de dépression, des problèmes d'accès au système de santé, des problèmes des problèmes toxiques, l'alcool, le tabac, la sédentarité qui seraient davantage prévalents dans les populations à risque, enfin, à faible lien social ou à faible revenu. Donc la sociologie environnementale naît donc dans les années 90, c'est ça. L'approche par milieu de vie repose, l'OMS a édicté des textes. L'approche se fait sur le fait que la santé n'est pas seulement de la responsabilité du système de soins, mais aussi qu'elle est créée et vécue dans le milieu de vie quotidien des personnes où elles apprennent, travaillent, jouent et aiment. Ça, c'est la charte d'Ottawa de l'OMS. Le modèle socio-écologique, donc, c'est une représentation des déterminants de santé qui intègrent ces facteurs. Alors, ça, c'est les définitions de l'OMS, qu'on vient déjà de citer. Alors, le codage dans le PMSI, il va s'ajouter aux éléments de prise en charge. Le motif principal de prise en charge, les complications médicales, la continuité des soins, les nouvelles pathologies, ça c'est ce qu'on code de toute façon. Ils peuvent avoir des impacts sur le système de soins. En particulier, on va voir qu'il y a des facteurs socio-environnementaux qui sont vraiment la cause des patients qu'on ne peut pas sortir de SMR, par exemple, ou d'HAD, quelquefois, des patients bloqueurs. C'est souvent, pour le SMR, ça va être classiquement un logement totalement inadapté ou pas de logement, l'attente d'un placement. Donc, ça peut allonger la durée de séjour et expliquer pourquoi vos durées de séjour sont longues. En pédiatrie, ça peut être partout, mais en pédiatrie, par exemple, ça peut être un motif de séjour. On hospitalise les enfants parce qu'on les soustrait à des maltraitances, par exemple. C'est une cause d'hospitalisation. Ça mobilise davantage de soins parce qu'on va mobiliser, par exemple, l'ergothérapeute pour aller faire les visites à domicile. On va mobiliser le psychologue, l'assistant social, l'instituteur. Enfin voilà, il y a un tas de gens qu'on va solliciter, qu'on n'aurait peut-être pas sollicité. Ça peut influencer la stratégie thérapeutique. Donc voilà, ils ont été structurés par la HAS, ces facteurs socio-environnementaux, entre les faibles revenus, ce qui concerne l'emploi, la couverture maladie, les mesures de protection, les problèmes d'analphabétisme et de barrière de la langue, des relations sociales problématiques et un réseau soignant problématique et les problèmes de logement. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Alors, je vous ai fait un thésaurus on va pouvoir le lire. Je vous ai fait un thésaurus des facteurs socio-environnementaux que vous pourrez utiliser, compléter, qui sera lié à ce diaporama. Alors, ça peut être, par exemple, les patients avec des faibles revenus. Là, je vous ai mis les codes. Ça concerne aussi les problèmes liés à l'emploi. Il n'y a pas vraiment de code spécifique.
Les conséquences possibles, ça peut être pour les patients des difficultés pour suivre les préconisations. Par exemple, si on a dû manger des fruits et légumes au prix des fruits et légumes, ça peut être compliqué. Des déplacements difficiles, des difficultés administratives, voilà, tout ce qu'on peut imaginer de difficultés. Les difficultés pour accéder à des prestations non remboursées. Et par exemple, on a des patients d'HAD qui sont très en difficulté quand ils sortent d'HAD parce que autant l'HAD prend tout le matériel, enfin, se substitue à la Sécu, prend tout le matériel en charge, mais dès lors qu'ils sortent d'HAD, ils vont avoir plein de petits matériels à payer, qui n'est pas remboursé, qui n'est pas accessible, voilà, poser des difficultés. Et puis tout ce qui est aussi auxiliaire de vie, enfin, voilà. Les problèmes de couverture maladie, bon, ça en général, on va faire travailler l'assistante sociale là-dessus. Et bon, avec des conséquences en termes de lourdeur d'hospitalisation, on va faire intervenir l'assistante sociale. D'ailleurs, vous allez voir que tous les codes pratiquement qui retardent la sortie ou qui vraiment font intervenir de manière conséquente des gens en plus du noyau central de soins sont des codes CMA, des codes de comorbidité associée qui apportent de la lourdeur en SMR, en ICO, au séjour. Donc voilà. Et puis après, ça va poser aussi des problèmes de parcours parce que aller sortir un patient avec personne qui veut le prendre parce qu'il y a un problème de sécurité sociale, ça va pouvoir être compliqué aussi. On va avoir des refus de prise en charge qui peuvent être liés à ça. Les mesures de protection, bon, ça peut poser des difficultés, hein, des patients qui sont sous tutelle ou sous curatelle. Ça peut faire qu'on doit aussi prendre en charge le problème social. Il peut y avoir des choses à remettre en place. Enfin, les gens, quand on les hospitalise, ils ont eu un parcours. Le parcours n'a pas forcément été complet, donc il va falloir le compléter. On va avoir quelquefois des difficultés de consentement, hein, par exemple, ne serait-ce que pour joindre le tuteur, ça peut être difficile. Les refus de soins. Alors, je ne savais pas les mettre, les refus de soins. Les refus de soins, c'est des actes non effectués. Il y a aussi les refus de vaccination. Hein. Les actes non effectués par les patients, par décision du sujet pour des raisons sociales, hein, avec quand même une pression des réseaux sociaux et des complotistes, etc., qui devient quelquefois problématique dans le soin, dans la lourdeur de soins, quand il faut négocier pendant 1 heure quelque chose, ça peut devenir compliqué. Il y a des situations légitimes, compréhensibles. Hein. Le patient qui en a vraiment marre, qui ne veut plus de chimio, bon, ça peut être compréhensible, ça peut expliquer des choses, mais quelquefois sur les vaccins, par exemple, je me souviens de discussions de plus d'1 heure sur les vaccins quand même. En consultation, c'est compliqué. Le faible niveau d'éducation, comme la barrière de la langue, ça peut avoir des difficultés, créer des difficultés d'adhésion aux soins, de compréhension, des incompréhensions du soignant par rapport à ce que dit le patient aussi. Nous, on avait une patiente en rééducation qui parlait que hindi, et personne parlait hindi, on n'avait pas de traducteur, et ça devenait compliqué pour faire une rééducation quand même. Bon, barrière de la langue, les mêmes problèmes. Alors, on peut faire appel à un médiateur culturel, on peut faire appel... Oui, il y a aussi pas seulement la barrière de la langue, mais la barrière culturelle sur des soins compliqués. Nous, on a un patient congolais actuellement qui refuse absolument la morphine. Enfin, les enfants refusent la morphine, c'est difficile. Et puis, quelquefois, ça peut créer des difficultés familiales. On fait appel aux enfants pour traduire pour leurs parents et leurs grands-parents. Et on inverse la charge de la responsabilité dans la famille, et ça peut être difficile. Voilà, on peut construire des situations compliquées comme ça. Le réseau médical, l'inaccessibilité à l'offre de soins, la présence insuffisante de professionnels sur le territoire, hein, qui évidemment pose des problèmes quand on sort un patient s'il n'y a personne pour faire les soins dehors. L'absence de services médicaux à domicile, des autres organisations, les patients, les sujets qui attendent d'être admis ailleurs. Si on a un patient âgé qui attend une place en EHPAD et que c'est compliqué, ça va retarder la sortie. Alors, l'autre organisation d'aide non disponible, non accessible, c'est un codage qui a été utilisé pour la télémédecine pendant la pandémie. Juste pour expliquer le fait que les gens ne pouvaient pas se rendre en hôpital de jour, par exemple.
Le logement inadéquat, sachant que tous les codes de logement inadéquat sont des codes CMA, ce qui empêche la sortie. Si le logement n'est pas adapté ou qu'il n'y a pas de logement, ou qu'on met le patient en danger en le faisant rentrer chez lui, de toute façon, on est obligé de le garder à l'hôpital. Donc pour le SMR, beaucoup des patients bloqueurs se situent là. Bon, en toute logique, ça ne devrait pas être des patients en HAD. Il arrive en HAD qu'on prenne quand même des gens en établissement temporaire, enfin voilà, mais c'est des situations compliquées. Le repérage des situations de maltraitance sociale. Alors évidemment, le repérage des maltraitances sociales, c'est une demande de la certification aussi. Les conséquences vont être multiples, en particulier, mais on ne va pas pouvoir faire rentrer, par exemple, des gamins dans une situation de violence familiale ou des personnes âgées. Enfin, voilà, il va falloir repérer ça, et ça va être une situation qui peut empêcher le retour à domicile, en tout cas qu'il faut régler. Donc, je vous montre les grands enjeux de risque de maltraitance, des enjeux de société, de droit de protection des personnes, de santé publique, de politique publique, des enjeux économiques, de connaissances, des enjeux professionnels. Il faut vraiment former les professionnels à repérer la maltraitance déjà, à la traiter. La lutte contre la maltraitance, c'est un peu compliqué, c'est multifactoriel, mais en tout cas, réussir à les repérer, à les signaler. Des enjeux éthiques. Voilà. Et donc, vous aurez un thésaurus des situations de maltraitance, de toutes les situations, de tous les codes psychosociaux qu'on peut utiliser. Merci beaucoup, Annie, pour ce panorama des facteurs socio-environnementaux. Oui, je voulais compléter et vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'en plus le thésaurus sera très apprécié. Après, c'est pas parce qu'on essaye d'ouvrir ici des sujets qu'on ne sait pas que c'est pas si simple. Et pour le robot, je pense que c'est pareil, de coder en interne, c'est pas du tout. Enfin, c'est vraiment pour essayer d'ouvrir des discussions. Et ça n'a pas une valeur, comment dire, il y a qu'à Faucon, faites comme si, voilà, mais par ailleurs, je ne peux pas non plus ne pas soulever le fait que ça sera aussi de plus en plus important dans le cadre de la gestion éventuelle des sujets dans les comités consultatifs d'allocation des ressources pour la DOTPOP en SMR et en psychiatrie. Je crois que je l'avais déjà dit, on va le redire tout le temps. Il faut quand même penser que dès qu'on va essayer de moduler les dotations dans un champ, dans l'autre, on va s'appuyer sur les données PMSI, et y compris de plus en plus fines au fur et à mesure que les acteurs des groupes de travail vont nous pousser à, je veux dire, le sujet de la précarité, s'il n'est pas abordé dans chacune des DOTPOP, il n'est jamais abordé. Comment on repère la précarité? Je pense que le fait que les patients soient à la CCMU ou à la C2S, ça suffit pas, ça suffira plus. Et en fait, on le voit notamment sur la partie de la DOTPOP urgence, on n'y va pas parce qu'on a, alors, il y a forcément capacité à coder, ça fera la transition avec ma présentation d'après, mais dans les urgences, je pense qu'avant qu'on code tous ces facteurs sur les RPU, ça va être compliqué, mais sur les autres, moi, je ne peux que aller dans ton sens et dire qu'il faut essayer le plus possible de le faire pour être le plus descriptif possible, parce qu'on n'a que le PMSI, et que, voilà. Même si je sais que c'est pas simple et que vous n'avez pas forcément les infos pour le faire, les systèmes d'infos pour le faire, mais à notre petite échelle, on essaye de vous aider au moins grâce à des travaux comme ceux que tu viens de présenter. Merci. Je n'ai pas regardé, de rien. Les collègues du soin de suite, Philippe Azouvi et Céline Devion-Bayon, qui sont au Cotrim, je ne sais pas du tout s'ils sont connectés, mais sont aussi très partie prenante sur son sujet, et on est tous très, très intéressés pour que ça devienne le plus complet possible, en tout cas. Oui, en fait, je complète par une question. Effectivement, nous accueillons de longs séjours. Nous clôturons les séjours chaque semaine, car nos patients passent plus de 2 nuits chez eux. Est-ce que l'on peut remettre les facteurs socio-environnementaux sur chaque séjour, donc un par semaine, sachant qu'il n'y a pas de traçabilité d'une action de ce code sur chaque séjour? S'ils sont toujours présents, si possible, oui. Enfin,
Après, on ne peut pas mettre chaque semaine. Alors, il y a le code Z5978, c'est un code très général, ou le 70, qui sont des codes CMA, c'est intervention de l'assistante sociale. Donc là, c'est compliqué de dire à chaque séjour, je mets une intervention suivie de l'assistante sociale. Là, je n'aurais pas répondre, ça va être difficile. Mais, je sais pas, un logement insalubre, des situations de violence, je pense que si on peut les coder, c'est bien. D'accord, merci. Et moi, je complète en fait sur un apport qu'on a fait sur l'étude des séjours longs des bed bloqueurs en SMR. On s'est donc appuyé sur le codage des logements inadéquats et des difficultés de logement. Et il y avait en fait un lien justement entre le fait qu'un séjour soit long de façon non justifiée médicalement et le fait que le patient ait un logement inadéquat. Donc, d'où l'intérêt de remplir ces informations. Voilà, je ne vois pas d'autres questions dans la conversation. On va essayer de parler au professeur Soubrad après. Et là, je passe la parole à Gaëlle Kili, qui est responsable du service performance, pour une intervention sur la poursuite par l'ARS des travaux sur la qualité des RPU. Une intervention très rapide. Donc, j'essaie à chaque fois dans ces journées d'information médicale de reparler des RPU. Sans me faire jeter de tomates, puisqu'effectivement, je sais par quelques contacts que le RPU, pour nombre d'entre vous, c'est de l'externe. Donc, je vous regarde, j'ai des dîmes à côté de moi, mais qui ne sont pas concernés. Donc, bon, je cherche de l'appui soutien. Et en même temps, encore une fois, on module la dot pop urgence, qui est un gros pourcentage, 58% des ressources maintenant sur les urgences. Avec les RPU, on a eu un quart urgence la semaine dernière qui a voté l'utilisation encore plus importante et des volumes de RPU et de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà, moi je ne peux que aller dans ce sens et en lien avec le Cézanne, hein, qui est le grade, parce que les RPU, je le redis, ne sont pas déposés dans le même circuit que les séjours PMSI, ils passent par le grade. C'est le Cézanne qui les envoie ensuite à l'ATH pour rentrer dans les bases nationales. Et là, elles sont utilisées par le national également. Et nous, ARS, enfin l'équipe que je pilote, ne se saisit pas de la qualité, enfin en tout cas en termes PMSI, mais on a quand même décidé depuis quelques mois, voire maintenant années, avec l'autre partie de mon équipe, celle plutôt sur le contrôle de gestion, de se dire, mais on ne peut pas regarder, on ne peut pas utiliser pour des montants assez importants ces RPU sans aller s'intéresser à comment aider les gens à voir que la qualité n'y est pas, l'exhaustivité n'y est pas, et faire un peu d'information. Alors, c'est donc là, c'est pour ça que je dis la poursuite par l'ARS des travaux sur la qualité des RPU, qui, je crois, fonctionne, puisque j'ai de plus en plus d'appels ou de mails. Et je voulais vous présenter très rapidement ce qu'on essayait de faire. Alors, c'est vraiment pas comme au Valide, c'est pas comme les mails qu'on envoie, mais on a décidé... alors, pardon, la diapo n'avait pas bougé, mais c'est le petit rappel de comment fonctionne l'envoi des RPU, qui est un peu différent des autres systèmes. Et du coup, on a décidé, je pense que c'est la diapo d'après, Emmanuel, d'envoyer chaque mois de façon... Alors, pour ceux qui n'ont pas reçu, qui auraient trouvé ça intéressant, qui n'ont pas encore reçu pour M1, on va attendre sans doute M1 ou M2, parce que la reprise des années, c'est toujours un peu difficile, vous le savez. Mais on a décidé d'envoyer chaque mois en automatique à vos directions générales, les directions financières, les DIM quand on les a, et les chefs de service des urgences quand on les a. Alors, excusez-nous par avance des erreurs de mail, on fait ce qu'on peut, mais n'hésitez pas à nous dire, on met nos bases à jour dès qu'on les a. En fait, quelque chose de très simple qu'on avait déjà fait fin 2023, il me semble, sur l'année pleine, mais là, on va le faire tous les mois. Sur une restitution des données un peu de base, déjà pour des notions de volume. En fait, voilà, vous affichez ces choses que vous avez peut-être déjà dans vos établissements, quoique je crois que ce n'est pas si simple pour un DIM d'avoir accès à ces données RPU, m'a-t-on déjà soufflé. Et les tableaux Sirius mis à disposition par l'ATH ne sont pas forcément non plus assez utiles ou assez bien faits.
Donc, en fait, on vous remet à disposition les gros volumes un peu d'historique. Hein. C'est pas forcément ce dont vous auriez besoin, mais au moment, on se dit, si il y a tout à coup une baisse massive, alors que c'est pas ce qu'on vit dans l'établissement, peut-être quelqu'un qui va s'interroger sur le fait qu'il y a un flux qui est en train de fuir, hein, qui ne monte plus là où il faut qu'il aille. Donc, voilà, on envoie ça et on le fera maintenant tous les mois. Et puis, donc là, c'est vraiment la partie exhaustivité, volume, voilà. Et puis, la diapo d'après. La diapo d'après. Ah, pardon, ça allait moins. Non, alors du coup, remonte, je croyais que ça n'allait pas. On a fait un petit focus qui pourra à terme être augmenté sur en fait les données, les indicateurs contenus dans le RPU qui sont utilisés d'ores et déjà et depuis quand même 2 ans maintenant pour moduler, voire même 3, je perds mes années, 22, 23, 24, oui, 3 ans, pour moduler cette fameuse dotation populationnelle. C'est-à-dire qu'on a déjà des établissements qui, par manque de qualité dans leur RPU, se sont vus reprendre de l'argent par l'agence. Alors, sous décision du CECAR, qui est composé de vos fédérations qui sont très au courant et à qui on envoie également ces fiches parce que on essaye de mettre tout le monde en fait dans un cercle vertueux, même si on sait que c'est pas simple. Et par exemple, si on prend l'exemple des ça ressemble quand même furieusement aux items du PMSC classique, hein, le RPU. C'est pas pour rien qu'on en parle au DIM. Quand on regarde cet établissement, par exemple, eh bien, quand on va regarder qu'on va prendre son taux d'hospitalisation issu des RPU pour moduler sa dot pop, eh bien là, il a, alors c'est pas forcément un gros pourcentage, mais il a quand même 1166, enfin, en fait, non plus que ça, puisque tout ce qui est rouge est considéré comme mal indiqué, c'est-à-dire que une mutation non renseignée, alors que normalement une mutation a une série après d'orientation qu'il faut indiquer, ben, on ne peut pas considérer que c'est forcément de l'hospi. Du non renseigné, hein, c'est le premier, là, 1115, c'est pareil, on ne sait pas ce qui est devenu le patient, donc par définition, ben, on ne va pas le mettre dans les hospitalisés. Voilà, typiquement le genre de choses. Au-dessus, c'est le mode d'arrivée. Donc, alors là, on n'a pas pris l'établissement le plus compliqué, mais on a eu des gens pour qui 100% des modes de transport et mode d'entrée, mode de transport à l'arrivée étaient non renseignés. C'est-à-dire que c'est des gens dans la modulation de la dotation populationnelle qui s'appuie sur les transports couchés, enfin les arrivées couchées, bah, c'est des gens qui ne récupéraient pas d'argent. On leur prenait quand même 1% de leur dotation populationnelle, on ne leur rendait rien. Donc, la dotation populationnelle, ça peut être des montants assez importants. Et du coup, voilà. Donc, on a décidé de mettre du rouge. C'est pas très agréable. Ça arrive, voilà, ça va arriver tous les mois. Et donc, il y a la partie urgence générale et ensuite la partie urgence pédiatrique. C'est après. Sur le même modèle, on a essayé de faire simple. Voilà, donc pour ceux qui sont concernés par les 2 flux. Et puis également, en dernier, on a remis cette fois-ci des indicateurs qui, eux, la dernière sont des indicateurs qui sont, eux, utilisés dans la dotation complémentaire à la qualité, la DCQ urgence. Donc, c'est pas la dotation complémentaire à la qualité, mais la dotation à qualité de codage, pardon, mais bien la DCQ, dotation complémentaire à la qualité, où là, eh bien, le niveau national vous donne également des crédits sur la qualité de remplissage de vos DP, c'est-à-dire ils sont présents ou absents, et si vous avez un taux trop faible de présence de DP, ben, on va vous prendre de l'argent. Et puis la CCMU, c'est plus parce que voilà, elle est assez décriée, sauf qu'en fait, elle sert à facturer. Donc, en fait, elle est quand même utilisée dans la partie facturation des RPU. Et de la même façon, on pourrait essayer de regarder un peu ce qui se passe en termes de tendance sur les lourdeurs, puisqu'il y a différents niveaux de CCMU. Enfin, voilà, tout ce qui pourrait à terme être utilisé pour la dot pop. Et donc, on essaye de vous mettre ce qui peut clignoter comme un manque de remplissage, une qualité qui est manquante. Donc nous, on n'a pas que le projet, enfin, on va envoyer cette fiche chaque mois. Je vous dis là, en début d'année, on attend un tout petit peu que les flux reprennent bien de façon avec le national. Et puis la cible, c'est DG, DAF, DIM, chef de service des urgences, parce que je vous dis, les conséquences, elles sont pour tout l'établissement. Donc voilà, on va refaire un petit focus
pour ceux qui sont concernés. Merci beaucoup, Gaëlle. On arrive à la fin de ces présentations. C'est la partie maintenant échanges plus globaux. Donc, je vous propose de poser des questions plus générales. Ça peut être aussi des propositions de sujets que vous voulez voir abordés lors des prochaines journées. Ça peut être aussi des questions sur des sujets qui n'ont pas été abordés et qui concernent l'information médicale. C'est le moment de poser vos questions et c'est le moment d'échanger. J'ai essayé de débloquer le micro de professeur Soubran, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi. On n'a pas réussi à se connecter, donc on lui laissera peut-être compléter par écrit s'il le souhaite, pour donner des éléments complémentaires. On a eu des questions par rapport au FSE. Pour les allongements de durée de séjour, il serait intéressant de rétablir la notion de date de sortie médicale. C'est une proposition qui a été faite. Elle pourrait permettre de mieux comprendre et d'objectiver l'impact des FSE sur la durée de prise en charge. Une question qui concerne les autorisations USIP. Que savoir pour les nouvelles autorisations USIP et autres autour des soins intensifs sur ce qui va remplacer les USC? Je pose les questions. Le rapport basé sur les RPU, c'est uniquement Île-de-France ou c'est sur le territoire? Alors, sur les nouvelles autorisations USIP, je ne sais pas exactement que savoir, bien tout sans doute, il faut être au point, mais non, blague à part, du coup, peut-être qu'il faudrait qu'on demande on pourrait envoyer le compte rendu à nos collègues des autorisations s'ils ont des documents, et je sais qu'ils en ont, sur ce que ça veut dire. Après, si la question derrière, c'est est-ce que les blocages de suppléments vont être remis en MCO? Eh bien, nous n'en savons rien, mais pour l'instant, non. Nous posons régulièrement la question au ministère, donc eh bien, on n'a pas de retour. Et on ne manquera pas de vous prévenir dès que ce sera le cas, puisque de toute façon, il faudra de nouveau qu'on vérifie que les données sont OK dans OValid, ce qui n'est sans doute plus le cas, qu'on regarde que mettre, voilà, comment tout ça peut fonctionner. Mais on est nous-mêmes, on interroge très régulièrement, on n'a pas trop de retours. Sur les RPU, oui, c'est... Alors, je ne sais pas, la troisième, j'ai une petite présentation. La gestion des dotations populationnelles, elle est régionale. C'est-à-dire que chaque région a 3 dotations populationnelles à gérer, SMR, urgence et psy, avec à chaque fois des groupes de travail et des comités consultatifs composés des fédérations et des représentants des usagers qui sont avec un système de votation pour les critères. Enfin, et oui, chaque région tourne plus ou moins autour des RPU, chacun sur ses indicateurs, mais enfin, de ce qu'on a fait en benchmark, en comparaison entre les différents fonctionnements, on tourne tous à peu près autour des mêmes indicateurs pour moduler notre DOT-POP. Et il faut savoir que l'Île-de-France n'est pas la plus en avance sur la gestion de ces RPU. Si certains d'entre vous ont connaissance de la journée de la FEDORU, des travaux de la FEDORU, qui est la Fédération des ORU, des observatoires régionaux, mais l'Île-de-France n'est pas forcément... Enfin, nous, on a eu tardivement un ORU en Île-de-France. C'est aussi pour ça qu'on essaie de s'entraider avec... Enfin, nous, ça s'appelle un ORSNP, pour améliorer toute cette gestion des données. Mais oui, tout le territoire national est concerné. Et le niveau national gère des dotations complémentaires qualité avec l'ensemble des RPU qu'il prend dans la plateforme des données hospitalières de l'ATIH, puisque même si c'est pas validé agence, c'est validé par les grades, et donc ça a notion, enfin ça fait comme le PMSI, c'est-à-dire que ça devient une donnée administrative opposable et utilisable. Je ne sais pas si j'ai répondu. La publication des tarifs, aucune. Voilà, nous avons une réunion inter-ARS avec la DGOS cet après-midi, nous allons poser la question. Et pour les TNJP, c'est pareil. Non, les TNJP, on sent que ça frémit beaucoup plus. Nous avons, nous, l'intégralité des données. Donc, on est en train de préparer les arrêtés, mais on n'a pas la date de publication nationale et on ne pourra pas envoyer les arrêtés sans cette date. Ensuite, vous devez commencer à connaître le système. Il peut y avoir un peu de délai
avec le fait que la CRAM, donc la Caisse régionale d'assurance maladie, doit gérer les éventuelles modifications, enfin les modifications hein, dans son système. Donc, je crois que vos caisses ensuite vous donnent le go pour refacturer, mais bon, on est dans les mêmes délais que l'année dernière. On ne fera pas beaucoup mieux, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Une proposition de thématique pour la prochaine fois. La gestion des actes des PIE prestations interétablissements est complexe, mais nécessaire pour obtenir une facturation adaptée pour le GHS de l'établissement demandeur et éviter les doubles facturations. Pensez-vous qu'un rétexte serait intéressant? Pour avoir travaillé sur la question et avoir vu sur certaines thématiques la difficulté effectivement d'analyser ces prestations interétablissements, moi je dirais personnellement oui, hein. Tout à fait, c'est une très bonne idée. On cherchera des volontaires pour venir faire une présentation avec des nouveaux. Il faut qu'on change de présentateur régulièrement. Donc je note votre nom, docteur Vanneville-Vincenot. Je laisse encore quelques secondes pour d'autres questions. Si vous avez des remords, des questions, des compléments. Je clôture en remerciant toujours le groupe de travail d'organisation du webinaire, donc Dr Mathilde Rousseau, Annick Hamon, Thierry Rotitis, Valérie Lemasson, en interne Émilie Baudelet, Christelle Maurice, Gaëlle Killy et moi-même, et puis ensuite les intervenants que je remercie vraiment de s'être déplacés, d'être venus, d'avoir préparé les supports, d'avoir partagé les connaissances. Valérie Lemasson, Annick Hamon, Carole Fraboulet, Hamza Laftili et professeur Olivier Soubrane, et j'ajoute également l'équipe de l'Observatoire régional. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Émilie Baudelet et puis l'équipe PMSI. Donc, la prochaine date, elle est prévue pour le 25 novembre 2025. Un lien vous sera envoyé prochainement. Et notez ça dans vos calendriers, dans vos agendas. Et également, vous êtes les bienvenus pour faire des propositions de thématiques comme, donc on en a déjà un, les prestations interétablissements. Nous vous remercions et vous souhaitons un bon appétit. Merci. J'arrête l'enregistrement et après c'est bon. Je quitte.